On connaît la position de l'Occident sur l'apartheid, mais que disait l'Afrique? Dans Thérèse et Mandela, Serge Billet remonte le fil d'une histoire méconnue, celle du rôle de la Côte d'Ivoire et de son président Félix Houphouët-Boigny, entre soutien secret à l'ANC et diplomatie parallèle avec Pretoria. Bonsoir Serge Billet. Bonsoir Nadir. Alors on va regarder la bande-annonce du film et on en parle. En 1973, au plus fort de l'apartheid, le président Félix Houphouët-Boigny crée la polémique en ouvrant le dialogue avec le pouvoir blanc en Afrique du Sud. Je préconise la voie du dialogue. Je ne vois pas mes frères africains s'engager dans une guerre contre l'Afrique du Sud. Après 27 ans de prison, Nelson Mandela est libéré. En 1996, Nelson Mandela fait escale à Abidjan. Il s'entretient avec le président Henri Konan Bédié et lui manifeste son intérêt pour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Mais comment faire passer le message? C'était de notoriété publique qu'entre le président Bédié et l'ex-première dame, le rapport n'était pas au beau fixe. Quelques semaines plus tard, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny se rend en Afrique du Sud pour rencontrer Nelson Mandela. Comment s'est passé le voyage? Qui lui a transmis le message? Les questions diplomatiques relevaient du gouverneur guinéen. Ça va être peut-être lui ou bien alors notre ambassadeur en Afrique du Sud, à Kotoyao. Suivez Thérèse et Mandela, le nouveau film documentaire de Serge Billet, en exclusivité mondiale sur VivaStream, en téléchargeant l'application VivaStream sur App Store et Play Store. Coût unique, 5000 francs CFA en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Thérèse et Mandela. L'histoire secrète entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Alors en même temps, l'histoire de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny et Nelson Mandela, elle n'est racontée que dans les 10 dernières minutes du documentaire. Pourquoi avoir choisi de raconter l'apartheid à travers ce titre? Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les jeunes générations qui n'ont pas connu cette époque et qui s'intéressent encore moins à l'histoire de l'Afrique, soient attirés par ce qui les passionne aujourd'hui, c'est-à-dire ces histoires-là, mais à travers ces histoires, arriver justement à raconter toute la dureté d'une époque. Et c'est vrai que le rôle de Félix Houphouët-Boigny est un rôle qui n'est pas toujours bien connu, ou en tout cas qui est caricaturé. C'est vrai qu'il a ouvert le dialogue avec l'Afrique du Sud, c'est vrai que ça crée une polémique intense, y compris avec ses propres collègues, comme Mobutu, comme d'autres présidents donc, guinéens ou burkinabés. Mais au-delà de cela, il avait en parallèle aussi le soin d'aider l'ANC à travers une caisse, un comité qui existait à l'OUA et qui permettait de financer justement la lutte de l'ANC. Donc c'est tout ça, la complexité du rôle de Houphouët-Boigny que j'ai voulu raconter. Ni être dans l'ombre, ni être dans la lumière, mais raconter justement le personnage avec ce qu'il était de particulier à cette époque-là. Et le fait qu'il prône le dialogue, ça n'est pas passé du tout dans l'opinion publique. C'est ce qu'on voit aussi dans le documentaire. Ah oui, dans l'opinion africaine, ça n'est pas passé du tout, parce qu'effectivement, il y avait cet apartheid qui était féroce et qui nous chosifiait quelque part. Donc c'était les vestiges aussi d'une certaine forme d'esclavage. Et ses pairs africains l'ont dénoncé, les opinions publiques africaines l'ont dénoncé, même si elles n'avaient pas voix au chapitre comme aujourd'hui, mais lui, il avait maintenu son cap. Et ce cap-là, il l'alimentait aussi d'une façon aussi en finançant l'ANC. Donc c'était très complexe. Donc j'ai voulu raconter tout ça pour ne pas qu'on ait une vision parcellaire et surtout caricaturale du rôle qu'il a pu avoir pendant cette époque. Alors il voulait montrer aussi que la multiculturalité qui était présente en Côte d'Ivoire peut être présente aussi en Afrique du Sud. C'était ça aussi le but de son message. Disons que oui, en 1975, il envoie son ministre de l'Information, qui s'appelle Laurent Donafologo, en Afrique du Sud avec sa femme qui est française, blanche, et puis avec ses collaborateurs, un collaborateur métis, pour montrer que la nation arc-en-ciel, on l'a déjà en Côte d'Ivoire. Voilà, en essayant naturellement, bien sûr ça crée un choc, parce que le groupe qui est parti là-bas était menacé à la fois par les uns et les autres, parce qu'il y a des extrémistes dans chaque camp, et donc ça n'a pas été facile. On ne pouvait pas se marier entre noirs et blancs en Afrique du Sud. Et forcément, donc ils auraient dû en principe se retrouver en prison, c'est ce que Desmond Tutu leur a dit. Mais ça a été quand même quelque chose qui, quelque part, a créé une espèce d'électrochoc dans l'histoire de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Et c'était important aussi de raconter, de revenir avec le témoignage encore de la femme de Fologo qui est encore vivante. Alors vous le disiez, d'autres chefs d'État se sont positionnés plus fermement vis-à-vis du régime de l'apartheid, Thomas Sankara évidemment, Mobutu aussi. Mais en même temps, Houphouët et Mobutu ont été accusés de livrer du pétrole
à Oui, Pretoria. C'est ce qui explique aussi cette double posture. Disons que celui qui était le plus ferme, c'est Thomas Sankara, lorsqu'il reçoit François Mitterrand et qu'il tient un discours qui est un discours qui est resté mémorable. Certains disent que même c'est ce discours qui a conduit aussi à sa perte. Mais quoi qu'il advienne, Sankara tient un discours qui est ferme. Mais Mobutu, comme on dit aux Antilles, il zonzole, c'est-à-dire il passe de droite à gauche, il fait un discours, lui, à l'ONU, qui est un discours qui est très fort, en rappelant la phrase de Frantz Fanon. On fête les 100 ans d'anniversaire de la naissance de Frantz Fanon, donc depuis 2 jours. Et en rappelant cette phrase, à savoir que son pays est la gâchette un peu de l'Afrique, et son pays représente l'Afrique, est la gâchette de l'Afrique, et il a dit, nous sommes prêts à nous battre, justement, pour pouvoir libérer donc nos frères noirs. Et pendant ce temps, Mobutu faisait un commerce avec l'Afrique du Sud, avec le pouvoir blanc, et naturellement il était épinglé parce qu'il livrait du pétrole. Des 2 pays africains qui livraient le plus de pétrole, il y avait d'abord donc le pays de Mobutu et il y avait le pays d'Houphouët-Boigny. Alors la grande révélation de ce documentaire, c'est cette relation inattendue entre Mandela et Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Que cherchait Mandela en se rapprochant d'elle? Disons qu'au moment où Mandela sort de prison, après 27 ans de prison, au moment où il divorce de Winnie, il devient président, il cherche aussi à avoir quelqu'un qui puisse l'accompagner dans cette tâche. Et naturellement, c'est pas facile quand on a été coupé du monde pendant un laps de temps aussi important. Il cherche naturellement la compagnie de quelqu'un qui connaît déjà les rouages du pouvoir, puisqu'il va devenir président, il connaît les rouages du pouvoir, qui est capable de pouvoir donc l'accompagner dans ça. Et j'imagine que, comme on le voit aujourd'hui dans certains datings, il fait un espèce de casting et il y a 2 femmes qui sortent du lot. C'est Marie-Thérèse Houphouët-Boigny et c'est Graça Machel. Graça Machel qui a été choisie au final, mais Marie-Thérèse Houphouët-Boigny s'est quand même déplacée en Afrique du Sud. Que cherchait-elle? Une revanche peut-être? En tout cas, celui qui l'a emmenée en Afrique du Sud et qui est parti avec elle m'a dit que quand elle est partie, il y avait une forme d'enthousiasme. Pas forcément l'excitation, mais une forme d'enthousiasme. Naturellement, tous ces secrets-là sont bien gardés. Vous imaginez bien, déjà enquêter en Europe sur des histoires de ce genre, c'est compliqué. Mais en Afrique, c'est encore plus compliqué. Mais au moins, nous avons les témoignages des gens qui étaient là. En tant que documentariste, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la manière dont l'Afrique raconte sa propre histoire? C'est compliqué. C'est très très compliqué parce que nous avons pris l'habitude de voir notre histoire racontée par d'autres et quelquefois quand nous la racontons un peu n'importe comment. C'est-à-dire on avait une vision uniquement fixe de tel ou tel fait sans chercher à avoir tous les contours, les bons et les mauvais, les ombres et les lumières comme je dis toujours. Et donc nous devons nous efforcer, nous les intellectuels, les journalistes, les chercheurs, de pouvoir donc apporter cette histoire-là. C'est compliqué parce que ça coûte cher. Les archives aujourd'hui africaines de cette époque-là se trouvent à Paris et donc ça coûte très cher en termes d'archives, ça coûte cher de faire un documentaire. C'est pour ça que je fais le pari de mettre ce documentaire sur une plateforme qui sera visible dans tous les pays d'Afrique, donc VivaStream, qui est une plateforme qui est américaine, qui est de plus en plus connue. Oui. Comme ça, ce sont les Africains même qui vont dire cette histoire nous intéresse, nous n'arrêtons pas de clamer qu'il faut qu'on raconte notre propre histoire. Et pour montrer que justement que c'est possible, nous allons donc prendre pas un abonnement, mais en tout cas regarder, nous connecter. 5 000 francs CFA, c'est pas énorme. Nous connecter. Merci. Et comme ça, nous donnons justement donc de la force à ceux qui essaient de faire ce travail. Thérèse et Mandela, documentaire signé Serge Billet. Merci à vous.